Salut, pour bien démarrer 2020 et au vu de l'actualité un peu, disons, chargée de ces derniers jours, si on parlait d'armes de guerre? Non? Moi, mes résolutions, généralement, c'est plutôt penser plus aux autres, essayer de prendre du temps pour soi, pour faire de la méditation, ce genre de trucs. Mais pour certains, apparemment, il n'y a rien de mieux pour attaquer l'année que d'attaquer les autres, on dirait. Du coup, on va parler d'armes, donc, mais pas n'importe lesquelles. On va parler des armes les plus dangereuses, les plus mortelles, les plus dingues jamais inventées. Alors, je vous vois venir, hein, vous allez me dire « Eh mais en fait, les armes, c'est quasiment toujours dangereux ou mortel !» Faut que j'arrête de faire ce perso, il est très bizarre. Et vous aurez pas tort, mais je vais pas vous parler d'armes genre des pistolets, des fusils ou des lance-pierres, non. Je vais pas vous parler de ça. On va taper dans du lourd, de l'arme de compète. Des armes ayant pour certaines été utilisées et pour d'autres, non. Alors ce serait un peu facile de parler direct de bombes nucléaires. On va plutôt commencer par des trucs un peu moins évidents, comme l'anthrax par exemple. Et pas n'importe quel anthrax, l'anthrax 836. Alors de base, anthrax, c'est un mot anglais, et c'est surtout une maladie nommée en français la maladie du charbon. Par extension, ça désigne aussi le germe responsable de la maladie Bacillus anthracis. En France, l'anthrax désigne une maladie cutanée, différente donc de la maladie du charbon, qui va toucher principalement les poumons et causer potentiellement la mort. Ouais, c'est un peu compliqué d'avoir le même mot pour désigner deux maladies différentes en fonction du pays où on se trouve, mais bref, utiliser une maladie pour mener à bien une guerre, c'est pas nouveau, et c'est ce qu'on appelle une guerre biologique ou bactériologique. La bactérie Bacillus anthracis est donc une arme bactériologique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la maladie existe depuis bien plus longtemps que ça. Maladie infectieuse anthropozoonose, c'est-à-dire qu'elle touche aussi bien l'homme que les animaux. La maladie du charbon a traversé les époques, depuis l'Antiquité au moins, en décimant principalement les troupeaux de moutons. La transmission de la maladie à l'homme pouvant alors se faire en mangeant de la viande ou en manipulant de la laine infectée. Et c'est grâce aux travaux de Pasteur notamment, qui mit au point en 1881 un vaccin destiné aux moutons, que la maladie perdit petit à petit du terrain. On va pas s'attarder sur l'historique complet de la maladie du charbon, mais sachez que chez l'homme, on distingue trois principales formes de contamination. Par voie cutanée tout d'abord, elle va provoquer des plaies et des croûtes noires sur la peau, ayant l'apparence du charbon un peu, d'où le nom de la maladie, t'as compris, hein. Dans 80% des cas, la personne se remet sans trop de problèmes. Ensuite, on a la forme gastro-intestinale, où la personne ingère de la viande contenant des spores. Bon là, c'est un peu pareil que la voie cutanée, mais à l'intérieur de ton corps. C'est dégueulasse. Forcément, c'est un peu moins cool. Sous cette forme, la maladie reste mortelle entre 25 et 60% des cas. Vient maintenant la forme la plus grave, la forme respiratoire. Les spores inhalées vont aller se déposer dans les alvéoles pulmonaires où elles sont alors phagocytées par les macrophages. En éclatant, ceux-ci vont alors libérer des spores qui vont être transportés par le système lymphatique jusqu'aux ganglions trachéobronchiques, c'est-à-dire les ganglions de la trachée et des bronches. Là, les spores donnent naissance à des formes végétatives qui se multiplient et qui produisent des toxines jusqu'à 60 jours plus tard. Au début, pendant les 2 premiers jours, ça passe. Tu te sens un peu fiévreux, voilà, tu tousses, mais ça va. Ce n'est que 2 à 4 jours après l'apparition des symptômes que ça part grave en coup. Tu commences à souffrir d'une insuffisance respiratoire grave, ta tension chute et d'autres troubles pas super sympas peuvent se ramener, comme une méningite hémorragique ou une septicémie charbonneuse. En gros, c'est tout ton organisme qui prend bien cher. Se mettre en PLS servira pas à grand chose, à ce stade, tu peux potentiellement mourir en quelques heures. Le charbon pulmonaire est rare mais mortel dans plus de 90% des cas en l'absence de traitement. Le seul point positif, c'est qu'il n'est pas contagieux. Voilà. Du coup, vu qu'on peut infecter une personne ou un groupe de personnes sans risquer de déclencher une épidémie qui irait trop loin, on s'est dit que ça pourrait être chouette de s'en servir comme une arme en fait. C'est pas terrible, hein. Et oui, en propageant dans l'air des spores de Bacillus anthracis, on sent que ça va être dégueulasse. Il est possible de provoquer volontairement ou involontairement la forme respiratoire de la maladie du charbon. Celle qui est horrible là. Oui, j'ai bien dit involontairement, et c'est là où je voulais en venir. On va parler de l'anthrax 836 et de la catastrophe qui a touché l'Union soviétique le 2 avril 1979, surnommée l'équivalent biologique de Tchernobyl. Donc c'est pas rien. Vraiment. Dans un complexe de recherche nommé sobrement Complexe 19, et se trouvant à 1400 km à l'est de Moscou, avaient lieu des recherches sur des souches de Bacillus anthracis. Et pas n'importe quelle souche. La souche de maladie du charbon la plus puissante de l'arsenal soviétique, l'anthrax 836. Une souche destinée à être utilisée pour armer des ogives nucléaires, qui cibleraient notamment les villes américaines. Ouais, je vous rappelle qu'on était en pleine guerre froide, ça rigolait pas du tout. Dans ce centre donc de recherche bactériologique, on produisait une poudre d'anthrax suffisamment fine pour pouvoir l'utiliser comme un aérosol, tu vois, pchit, comme un déo. Seule protection pour empêcher cette poudre de se répandre à l'extérieur, bah oui parce qu'il faut faire gaffe quand même, de gigantesques filtres au-dessus des tuyaux d'échappement. Vous voyez le truc venir, c'est sûr, parce que c'est à partir de là que c'est complètement parti en vrille. Le vendredi 30 mars 1979, avant de partir en week-end tranquille, hein, vraiment. L'un des techniciens a enlevé un des filtres encrassés pendant que les sécheuses étaient éteintes, avant de prévenir son superviseur que il fallait les remplacer quoi.
normal. Sauf que son superviseur, il a zappé de le noter dans son journal de bord, tu vois. Et il est lui aussi parti en week-end, au calme. C'est con. Le superviseur suivant, ne relevant à rien d'anormal dans le journal de bord, normal, il y avait rien d'écrit en fait. Rallume les machines, bam, c'est parti. Oups. Quelques heures plus tard, quelqu'un se rend compte, putain, il manque un filtre. Et il le remplace direct, mais trop tard en fait. De l'autre côté de la route, tous les employés d'une usine de céramique tombent instantanément malades. Et quasiment tous meurent en moins d'une semaine, soit un bilan d'au moins 105 morts. C'est fou. Le nombre exact de morts demeure inconnu tant les autorités de l'époque ont essayé d'étouffer l'affaire, tu vois. Ça craint. Certains spécialistes estiment plutôt que le bilan serait en fait de 600 morts. C'est effrayant. Sans forcément avoir besoin d'un centre de recherche bactériologique à côté de chez soi, des souches d'anthrax sont actuellement en train de refaire surface grâce à la fonte du permafrost. Merci le réchauffement climatique. Non. Assez parlé de maladies, je sais que vous avez envie que je vous parle de trucs plus... explosifs. J'ai déjà parlé des différentes bombes nucléaires par le passé, il me semble, y compris la Tsar Bomba produisant un champignon atomique de 64 km de haut et d'une zone de destruction complète de 60 km de diamètre. En gros, tu la largues, elle, à Paris, il n'y a plus de Paris, ça dégage. Mais j'ai jamais parlé d'un truc, les ICBM. ICBM, ça veut dire Intercontinental Ballistic Missile. Ça sent pas bon. Ou du coup, missile balistique intercontinental en français. Ça sent toujours vraiment pas bon. Les ICBM, c'est le top du missile. Tu veux raser un pays à l'autre bout du monde, tu lances un ICBM chargé de têtes nucléaires dessus, terminé. Pour faire simple, un ICBM est envoyé en orbite basse autour de la Terre avant d'entrer à nouveau dans l'atmosphère terrestre pour aller frapper sa cible. C'est ultra bourrin, ça dégage de la Terre et bam! Même si c'est très loin. Un genre de trébuchet du futur quoi. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. C'est très dur, vraiment très compliqué à fabriquer, c'est d'ailleurs pour ça que très peu de pays dans le monde en sont dotés. Le truc c'est que pour envoyer un missile aussi loin, parfois à plusieurs milliers de kilomètres, et à une vitesse incroyable, il faut que ce soit un petit bijou de technologie. Souvent, l'ogive explosive placée dans la tête du missile pèse à elle seule plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilos. Pour propulser de telles charges sur de telles distances, il faut bâtir le missile comme une fusée, avec un booster. L'ICBM va foncer jusqu'à sortir de l'atmosphère terrestre où il va alors se séparer. Le booster va se détacher et retomber. L'ogive ou les ogives vont continuer à suivre leur trajectoire avant de réintégrer l'atmosphère. Et là aussi ça peut se compliquer. La vitesse prodigieuse du projectile, parfois près de 21 600 km/h, c'est énorme, génère énormément de chaleur lors de son entrée dans l'atmosphère. Une chaleur qui suffirait à désintégrer l'ogive si elle n'était pas bien protégée par un genre de gros couvercle bien solide. Rajoutant évidemment au passage de la masse à notre ICBM. Il faut effectuer évidemment tout un tas de calculs super complexes à son lancement parce que à cette échelle, la moindre petite perturbation peut venir changer drastiquement la trajectoire du missile. Et ça c'est pas bon. Il faut donc que l'ICBM ait un système de propulsion ultra puissant ainsi que des protections adéquates pour les ogives tout en conservant le missile aussi léger que possible. Et réussir évidemment à viser correctement en prenant en compte tous ces facteurs. Vraiment pas super évident comme truc. Si des contre-mesures existent déjà, l'utilisation d'ICBM en dehors de simples tests n'a pas encore eu lieu et tant mieux, vraiment. Et vu l'actualité, je croise les doigts pour que ça dure. En matière d'armes vraiment très impressionnantes n'ayant pas été utilisées ou peu, on va parler d'un canon vraiment très spécial créé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Schwerer Gustav, désolé pour la prononciation. Alors lui, niveau taille de canon, on n'a jamais fait plus bourrin que ça. Si vous avez un peu suivi les cours d'histoire, vous avez sans doute déjà entendu parler de la ligne Maginot. Sinon, au cas où, je vous fais un rapide rappel. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les relations entre la France et l'Allemagne sont pas ouf. Un peu gênant. Face à la montée du nazisme chez nos voisins, les Français de l'époque décident de prendre les devants. Ils décident de bâtir à la fin des années 1920 une ligne de défense fortifiée à la frontière allemande, comprenant d'immenses blocs de béton blindés, protégés par des mitrailleuses et des canons. De quoi les bloquer s'ils décident de nous envahir, voilà. En 1937, vu que Hitler commençait à bien se chauffer, il demande à la firme allemande Krupp de lui construire un canon capable de détruire ses fortifications. Ainsi naquit le Schwerer Gustav, qui signifie littéralement Gustave le Lourd en allemand. Ils en construisent 2 exemplaires. Quand le premier, portant le doux nom de Dora, fut livré en 1941, la ligne Maginot était déjà tombée aux mains des nazis. Bah ouais, il leur suffit de passer par la Belgique pour contourner les obstacles, c'est con. Du coup, ils envoyèrent Dora, le méga canon du côté de la Russie plutôt, pour mettre en fait la misère à la forteresse Sébastopol en 1942. Après avoir tiré quelques dizaines de projectiles, le canon permit de détruire à lui seul plusieurs forts soviétiques, ainsi qu'un dépôt de munitions russes abrité sous 30 mètres de roche. Quand on rentre dans les détails techniques de l'engin, on voit que ça rigole pas du tout.
Le Gustave nécessitait 2 voies ferrées en parallèle, sur lesquelles il se déplaçait grâce à ses 80 roues. Ouais, il faut bien ça pour pouvoir supporter ses 1350 tonnes. Son canon seul mesurait plus de 32 mètres de long, et il tirait des munitions de 3,75 m de long et 80 cm de diamètre, jusqu'à près de 50 km de distance. L'obus perforant pouvant pénétrer 1 mètre d'acier, entre 7 et 10 mètres de béton ou encore 30 mètres de terre. Pour pouvoir transporter le Gustave, il fallait le démonter et le charger dans 25 wagons de marchandises. Dora n'a été utilisé que pendant ce siège et l'autre canon n'a quant à lui jamais été utilisé. En 1945, les Allemands détruisirent les 2 exemplaires de peur que les Russes ne s'en emparent. Je pense qu'ils n'étaient pas super chauds à l'idée de voir leurs jouets se retourner contre eux. En même temps, je comprends. Si je vois un Schwerer commencer à se pointer et à viser ma baraque, je crois que je serais un peu en sudation quand même. Même des yeux. Je serais en sudation des yeux. Ça s'appelle pleurer, je crois, en fait. Un autre truc qui fait plus que pleurer, vu que ça fait mourir aussi, c'est le VX. Pas étonnant, vu que c'est l'un des poisons les plus mortels du monde. Plus spécifiquement, c'est un agent neurotoxique. Comme son nom l'indique, c'est un poison qui agit sur le système nerveux en bloquant la transmission d'informations nerveuses jusqu'aux organes. J'en avais déjà parlé très rapidement dans une vidéo qui date de 2014, mais sans être vraiment rentré dans le détail de son fonctionnement à l'époque. Le VX est une version plus mortelle du sarin, qui est déjà à la base 500 fois plus toxique que le cyanure. Par simple inhalation ou contact avec la peau carrément, les molécules du VX passent dans le sang en voyageant jusqu'au système nerveux. C'est au niveau des synapses reliant les neurones qu'il va agir. En général, l'information qui voyage sous la forme d'un signal électrique va devenir un signal chimique au niveau de la synapse. C'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur, comme l'acétylcholine par exemple, va ensuite activer un récepteur au niveau du neurone suivant, afin d'activer celui-ci et de faire transmettre le signal électrique, et ainsi de suite entre tous les neurones. Une fois sa tâche accomplie, l'acétylcholine sera éliminée via l'action d'une enzyme au sein du récepteur, l'acétylcholinestérase. C'est un nom un peu bourrin, mais c'est normal. Le VX, tout comme le sarin, va perturber le fonctionnement de cette enzyme en se liant à elle, l'empêchant alors de remplir son rôle. L'acétylcholine, faute de pouvoir être éliminée, va s'accumuler au niveau de la synapse et continuer à activer les récepteurs. Du coup, quasiment tous les nerfs se retrouvent affectés, et c'est ton corps entier qui commence à déconner, en augmentant notamment la production de sécrétions comme la salive, les larmes, la sueur, etc. Puis arrivent les convulsions, la paralysie respiratoire et enfin la mort. Et ça en quelques minutes à peine, en fonction en fait du dosage du VX. C'est ultra bourrin, vraiment, c'est très très violent. En 2017, on a beaucoup parlé de ce poison à la suite de son utilisation dans l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère de Kim Jong-un, l'actuel dirigeant de la Corée du Nord. 2 femmes lui ont jeté une toute petite quantité de ce poison au visage alors qu'il attendait son avion à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Elles auraient en fait été dupées par certains agents nord-coréens pour ce qui devait être en fait une simple caméra cachée. En gros, on leur a désigné un type et on leur a demandé de lui balancer de l'huile au visage en échange d'argent. Du coup, c'était du VX, et Kim Jong-nam, exilé de son pays et considéré comme traître, est mort en quelques minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelques trucs, c'est quand même fou de voir ce que l'humain est capable de créer dans certaines conditions. Ça fait un peu flipper et en même temps c'est dingue quoi. Bref, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des thèmes de sujets comme ça que vous aimeriez que j'aborde pour des futures vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié. Bref, vous connaissez le truc. Merci à tous et à très vite car la science n'attend pas. Salut!